Merci de nous rejoindre sur Africable Télévision. Bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Voici à présent les titres de ce journal. Dans l'actualité, le rapprochement entre les États-Unis et Cuba, des scènes de liesse ont accueilli la nouvelle. Un rapprochement a également salué du côté de l'Amérique du Sud. Même Nicolas Maduro, le successeur d'Hugo Chavez, a salué le geste. Du 17 janvier au 8 février 2015, la Guinée équatoriale va organiser la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Plusieurs pays qualifiés ont dévoilé leur programme de préparation. Les détails dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. Je l'annonçais tout à l'heure, dans l'actualité, le rapprochement entre les États-Unis et Cuba, un rapprochement qui suscite l'espoir des Cubains sur l'île. Des scènes de liesse ont accueilli la nouvelle. Les dissidents sont, quant à eux, vous allez le voir dans ce journal, dans ce reportage, beaucoup plus enthousiastes. Après plus d'un demi-siècle d'isolement, le rapprochement spectaculaire engagé avec les États-Unis suscite beaucoup d'espoir dans les rues de La Havane. Pour moi, c'est la meilleure chose qui pouvait se passer, car l'économie du pays va beaucoup se développer maintenant que les problèmes sont finis. Et ce qui va permettre en premier lieu de reconstruire le pays, c'est l'autorisation des échanges commerciaux dans le secteur des équipements industriels et agricoles, ainsi que des matériaux de construction. Le voisin américain n'est que le 9e partenaire commercial de l'île et les échanges étaient en déclin jusqu'à aujourd'hui. En 2013, ils s'élèvent à 400 millions de dollars contre 960 en 2008. Autre mesure liée au secteur bancaire, les transactions commerciales et les transferts de fonds vont être facilités. Les banques américaines pourront par exemple ouvrir des comptes de correspondants dans les institutions financières cubaines. Les quelques 2 millions d'immigrés et de réfugiés qui vivent aux États-Unis pourront désormais envoyer vers l'île non plus 500 mais 2000 dollars par trimestre. Toutes ces mesures devraient offrir un répit à court terme à l'économie cubaine, mais pour le président Raúl Castro, le problème de fond reste l'embargo imposé depuis 1962. Le blocus économique, commercial et financier qui continue de provoquer d'énormes dégâts humains et économique à notre pays doit cesser. Un embargo général qui ne peut être levé que par le Congrès américain. Barack Obama a réclamé un débat parlementaire qui s'annonce déjà houleux avec un Congrès majoritairement républicain. Nous poursuivons avec le même sujet. Il s'agit de la reprise de la coopération américano-cubaine. Les deux chefs d'État se sont exprimés au même moment. Je vous propose à présent de les écouter. Nous allons mettre un terme à une approche dépassée qui pendant des décennies est allée à l'encontre de nos intérêts. Au lieu de cela, nous allons commencer à normaliser nos relations. Pour aller de l'avant, les États-Unis vont rétablir une ambassade à La Havane. Des officiels de haut rang vont se rendre à Cuba. Nous allons pouvoir faire progresser des intérêts communs. Nous le ferons pour la santé, les migrations, le contre-terrorisme, le trafic de drogue ou les catastrophes naturelles. Nous avons de la même manière convenu de rétablir les relations diplomatiques. Ce ne veut pas dire que tout est résolu. Le blocus économique, commercial et financier qui continue de provoquer d'énormes dégâts humains et économiques à notre pays doit cesser. Cet embargo doit cesser. Ce rapprochement entre La Havane et Washington a été salué du côté de l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, il faut le rappeler, première zone d'influence des États-Unis. Même Nicolas Maduro, le successeur d'Hugo Chavez, a salué le geste. Historique. Voilà le mot qui revient dans tous les discours des présidents sud-américains. Tous saluent le rapprochement entre Cuba et les États-Unis. Je pense que c'est une avancée décisive et historique que le gouvernement mexicain reconnaît et soutient. Je pense que la perspective d'une relation et la fin du blocus permettrait à Cuba de coexister avec la communauté internationale, ce qui est très important pour le peuple cubain et aussi, je pense, pour toute l'Amérique latine. Je salue les présidents Raúl Castro et Barack Obama pour cette convergence d'intérêts. Tous, même les plus critiques envers Washington, à commencer par le Venezuela, qui salue le geste courageux de Barack Obama.
Il faut reconnaître le geste du président Barack Obama. C'est un acte de courage qui était nécessaire pour l'histoire. C'est un pas en avant, peut-être le plus important de sa présidence. Autre acteur clé de ce rapprochement, le pape François. C'est son intervention qui a permis le réchauffement des relations. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du pape François, le pape argentin. Son rôle a été très important dans la médiation et Raúl Castro l'a reconnu. Nous célébrons ce résultat pas seulement en Argentine, mais dans toute l'Amérique du Sud et l'Amérique latine. Depuis plusieurs années, les pays d'Amérique latine insistaient pour que Cuba puisse participer au sommet de l'Organisation des États américains. C'est désormais chose faite et tous attendent avec impatience la rencontre entre Barack Obama et Raúl Castro qui aura lieu dans ce contexte en avril prochain à Panama. Et sur un tout autre décor, en pleine crise du rouble, la monnaie russe, le président Poutine a donné une conférence de presse ce jeudi. L'effondrement de la monnaie russe fait craindre des jours difficiles pour l'économie du pays. Vladimir Poutine est aussi très attendu sur l'implication de son armée dans la crise ukrainienne. Guerre froide. Ce terme que l'on croyait disparu depuis la fin de l'URSS a été remis au goût du jour cette année par Vladimir Poutine. Le président russe s'est lancé dans un bras de fer musclé avec l'Occident, annexion en mars de la Crimée, puis soutien aux séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Le bras de fer semble toutefois tourner au désavantage de Vladimir Poutine. Le mois dernier, lors du sommet du G20 en Australie, critiqué de toutes parts, il a prétexté la fatigue pour quitter prématurément le sommet. Dans son propre pays, son patriotisme séduit toujours. Il bénéficie d'une forte popularité. Mais pour combien de temps encore, la Russie est en train de tomber dans une grave crise économique? C'est terrible, on ne sait pas ce que le gouvernement veut faire et ce que l'avenir nous réserve. Je pense qu'on va revenir dans les années 90. J'ai eu mon salaire aujourd'hui. Je suis comptable et j'ai plusieurs employeurs. Avant, je touchais l'équivalent de $1000 pour un travail. Aujourd'hui, je touche $200. Les sanctions économiques occidentales et la chute du prix du pétrole ont fait plonger le rouble. La monnaie russe a perdu la moitié de sa valeur face au dollar et la Banque mondiale prédit même une entrée en récession du pays l'année prochaine. Autant dire que sa conférence de presse annuelle sera auscultée à la loupe. Au fil des années, Vladimir Poutine a fini par incarner à lui tout seul la Russie et les observateurs s'interrogent. Une Russie fragilisée signifie-t-elle un Poutine fragilisé ? Et on en vient maintenant à l'actualité sur le continent, direction la capitale sénégalaise pour parler du forum Paix et sécurité en Afrique, une rencontre qui a d'ailleurs pris fin. Le président Macky Sall appelle ses pairs africains à briser la glace et à aller vers la création d'une force spéciale africaine. Si les 5 pays donnent ne serait-ce que 2000 soldats, le continent pourrait se doter d'une unité pour gérer les crises. Le panel des chefs d'État, d'intenses moments d'échange et de partage d'une vision commune de paix et de sécurité en Afrique. Entre liberté de ton et discours musclés, ces leaders africains donnent l'image d'une Afrique décomplexée, décidée à prendre en main son propre destin. Nous devons nous aussi être assez mobiles, assez proactifs pour évoluer en même temps et adapter nos moyens et anticiper également aussi par rapport à ceux qui peuvent nous réserver. Mais tout ça demeure quand même difficile. Quand on va jusqu'aujourd'hui, jusqu'à faire des personnes humaines, des bombes, moi j'étais effaré, Baba, dans ton pays, quand j'ai appris que ces jeunes filles de Chibok qui ont ému le monde entier sont aujourd'hui des bombes humaines. Les initiatives en provenance du continent se multiplient. Un changement de paradigme qui montre à quel point la vision d'une Afrique apaisée dans l'unité prend forme. Exemple de la Mauritanie avec le sommet de Nouakchott. Face à ces situations, nous devons en Afrique essayer de nous organiser et c'est ce que nous sommes en train de faire pour essayer de mettre en place cette force africaine d'attente pour pouvoir donner une réponse à temps à ces difficultés auxquelles nous faisons face et auxquelles nous continuerons à faire face à l'avenir si nous ne nous organisons pas entre nous.
Dans une formule imagée, avec tact et subtilité, le chef de l'État appelle à l'union sacrée pour une Afrique sans violence. Il s'agit aussi d'unir les forces des États pour mieux faire face au terrorisme qui aujourd'hui se manifeste sous plusieurs formes. La parabole du football, je l'utilise ici lorsque nous voulons une Coupe d'Afrique des Nations de qualité. Très bientôt, nous nous retrouverons à Malabo. S'il n'y a pas d'équipe nationale de qualité, le tournoi continental sera médiocre. On ne peut pas bâtir une capacité de réaction rapide si nous ne construisons pas dans les régions et dans les États des équipes nationales de sécurité compétentes. Dakar se positionne ainsi comme une véritable plateforme de réflexion autour des grandes questions d'urgence africaine. La sécurité des peuples d'Afrique, une préoccupation commune et les fortes recommandations issues du Forum international de Dakar permettront aux leaders d'Afrique d'amorcer l'étape de mise en œuvre effective d'une force spéciale africaine capable d'intervenir avec rapidité et efficacité pour atteindre les foyers de tension. Et dans le reste de l'actualité, près de 60 millions d'euros, c'est le montant mis à la disposition de la Guinée par la Banque européenne d'investissement. Ce fonds vise surtout à financer le secteur de l'énergie et la construction d'infrastructures et de postes électriques, entre autres. Une bouffée d'oxygène pour l'entreprise nationale électricité de Guinée. 60 millions d'euros. C'est le montant mis à la disposition de la Guinée par la Banque européenne d'investissement sous forme de prêts au prix de maintes négociations. Ce financement, qui rentre dans le cadre du plan de redressement du secteur de l'électricité, devrait couvrir la réhabilitation des centrales des grandes chutes de Banéa et Donkéa, la construction des postes électriques haute et moyenne tension à Sonfonia-Kass, la réhabilitation des postes électriques de Kipé et Sonfonia, plus le réseau de distribution dans les communes de Dixine, Ratoma et Matoto. Le tout associé aux 2 centres de commande pour la répartition. C'est le ministre des Finances et le vice-président de la Banque européenne d'investissement qui ont signé l'accord de financement paraphé par l'ambassadeur de Guinée à Bruxelles. La banque a accompagné le financement des 2 mesures exceptionnelles et c'est aussi réalisé dans un très court terme. Et avec ce nouveau financement, la BEI manifeste sa volonté d'augmenter ses interventions à votre pays. Ce projet de réhabilitation, qui devrait s'étendre de 2015 à 2018, est soutenu par plusieurs bailleurs de fonds pour une enveloppe globale de 160 millions d'euros. Les 100 millions ont été déjà financés par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, le Fonds cohésien et l'État guinéen, ce qui du coup fait de la Banque européenne d'investissement le plus gros bailleur du projet. Dans l'actualité également, la signature ce mercredi à Bamako au Mali d'une convention de financement entre l'École supérieure de journalisme de l'île en France et la Maison de la presse du Mali pour la formation de 16 journalistes en activité. Pendant 18 mois, ils suivront une douzaine de modules pour renforcer leurs compétences. La formation est financée par la coopération française et le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, FAFPA. Son directeur, Mohamed Al-Bachar Touré, nous explique ici la portée de cette convention. L'objet de la présente rencontre, c'est de procéder de façon officielle à la signature du protocole d'accord de collaboration entre le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA et la Maison de la presse dans le cadre du renforcement des compétences des hommes de médias, notamment de la presse écrite et des radios libres. La convention proprement dite porte sur la période 2014-2015. Vraiment, le FAFPA est très fier et honoré. Le ministère de l'Emploi, de façon générale, est très fier et honoré à travers la signature de ce protocole entre le FAFPA et la Maison de la presse. Et du sport, avant de refermer cette édition, du 17 janvier au 8 février 2015, la Guinée équatoriale va organiser la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Plusieurs pays qualifiés ont dévoilé leur programme de préparation. Les détails avec ce commentaire de Mahmoud Kabadiakiti. La fédération algérienne a dévoilé les noms des 23 joueurs retenus pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2015, prévue du 15 janvier au 8 février en Guinée équatoriale. Ishak Belfodil ou Foued Kadir en font partie, contrairement à Hassan Yebda, Nabil Gilas, Liassine Gadamouro ou Mehdi Mostefa. Ces 2 derniers figurent dans une liste de 7 réservistes.
Christian Gourcuff, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, n'a pas perdu de temps. Il a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations plus d'un mois avant le premier match des Fennecs à la CAN 2015, le 19 janvier à Mongomo face à l'équipe d'Afrique du Sud. Le Français a conservé 18 des 23 joueurs qui ont disputé la Coupe du Monde 2014 sous les ordres de Khalid Halilhodzic. Côté tunisien, depuis lundi, on sait comment la Tunisie va se préparer pour aborder la CAN 2015 qui se disputera sans le défenseur Aladine Yahya. Le sélectionneur Georges Leskens, devant la presse, a dévoilé le programme de préparation des Aigles de Carthage. Au menu, 3 stages et 3 matchs amicaux jusqu'au début de la compétition en Guinée équatoriale. Un premier stage du 2 au 8 janvier à Monastir avec un match amical contre les adversaires encore à définir le 7 janvier. Puis un second du 8 au 12 janvier à Hammamet avec la rencontre amicale contre l'Algérie le 11 janvier à Hadez. Enfin, un troisième stage du 12 au 14 janvier à Monastir avec un dernier match amical contre un adversaire qui reste encore à définir. Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la Guinée ont également dévoilé leur plan de préparation. Voilà, ce mot de sport me fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, merci de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur la première chaîne panafricaine. Excellente suite de programme sur Africa Télévision.